Bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto où on va montrer la raison d'être d'un design pattern qui s'appelle le stratégie. Et donc pour ça, on va se mettre en condition. On imagine qu'on a un commanditaire qui nous commande une API qui serait capable de gérer des animaux. Alors, on imagine que ce commanditaire, il va comment dire, se servir de cette API pour des zoos, pour des ménageries, quoi que ce soit. Bref, de notre côté, nous on prend bien note qu'on nous demande de réaliser un modèle capable de gérer des animaux, un petit peu de logique pour pouvoir gérer des animaux. Je vous laisse apprécier tout de suite que le commanditaire il vient vers nous directement en nous parlant de l'abstraction, en nous parlant de l'altitude. Il n'est pas venu vers nous en disant voilà j'aimerais une application capable de gérer des chats, des dauphins, des iguanes, des girafes, etc. Il vient vers nous directement en nous parlant d'animaux. Et effectivement, comment dire, il s'agit vraiment d'une abstraction, d'une altitude, d'une généralité pour justement, comment dire, pour justement avoir des spécialités qui vont être les spécialités d'animaux. Donc on va faire le diagramme UML pour avoir rapidement en tête une idée des composants de notre API. On va donc très clairement avoir une classe animale. Ok, et puis, donc on sait que ça sera la super classe, ça sera la classe mère de tout un tas de classes qui vont spécialiser les animaux, de tout un tas d'animaux spécialisés. On le sait d'avance, ok. Il va y avoir un héritage pur et dur de la part des animaux vis-à-vis de cette classe animale. Et donc, dans l'héritage, justement, ce qui est intéressant, c'est très clairement les attributs, les propriétés, parce que vous les déclarez tout là-haut, et on sait que tous les enfants vont en hériter automatiquement. Tous les enfants, tous les futurs animaux vont automatiquement avoir un petit nom, name. Ok. Et puis, on va pas s'étendre dessus, mais dans cette classe, il y aurait bien sûr tout un tas de caractéristiques, des attributs qui sont caractéristiques des animaux, sûrement des choses comme des organes, des membres, toutes sortes de choses. C'est pas tout à fait l'objectif. On va passer directement aux opérations. Notre commanditaire, il nous dit que les animaux, il faut impérativement qu'ils soient capables de dormir. Ok, on en prend bien note. Il nous dit également pardon, que les animaux doivent être capables de se montrer. On va mettre la méthode en anglais, display. Clairement, sur un DVD par exemple, où on joue avec les animaux, il y aura moyen sûrement d'afficher la photo, la description, des choses comme ça. Et puis enfin, le commanditaire nous parle clairement d'une troisième opération, des futures méthodes, les méthodes des futurs objets, une opération manger. Ok, du coup on modélise une opération manger. Et là, regardez bien, dans ces trois méthodes, il y a quelque chose d'important lorsque vous modélisez. Vous devez en fait demander à votre commanditaire, on doit tenter de voir est-ce qu'il y a un comportement généraliste qu'on pourrait donc implémenter tout là-haut dans les méthodes dont tous les enfants hériteraient. Et donc on doit impérativement demander ça pour chaque méthode. Est-ce que dormir, il y a un comportement généraliste? Est-ce que tous les animaux dorment de la même manière ou plus ou moins de la même manière? Et là la réponse est clairement oui. Les animaux dorment tous de la même manière. On en conclut que lorsqu'on va implémenter cette API, on va donner une définition pour dormir. Ok. Maintenant, même question, est-ce qu'il y a une manière généraliste, une manière commune pour les animaux de s'afficher? Et là, la réponse, elle est vraiment très clairement non. Chaque animal possède son propre aspect, sa propre photo, sa propre description, tout un tas de... Voilà, là vraiment, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et là, regardez bien, il s'avère donc que lorsqu'on va coder cette application, on n'a aucune implémentation à mettre dans la méthode display, rien du tout. Et du coup, c'est une très très bonne idée lorsque vous n'avez pas d'implémentation à mettre dans la méthode, dans la classe mère, ou où que ce soit, vous rendez cette méthode abstraite. Ok, c'est une très 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 bonne idée que de faire ça. Et puis, pour la méthode manger, même question, même combat. Est-ce qu'il y a une manière généraliste de manger, une manière commune? Et là, ma foi, au bout d'une heure ou deux d'écoute de tout ce qu'on nous raconte, on se rend compte que manger, non, pas vraiment. C'est plutôt particulier à chaque animal, il aura son propre régime,
ses propres manières, etc. Du coup, a priori, clairement, il n'y aura pas d'implantation à mettre dans la classe mère. On va également rendre cette méthode abstracte. Ok. Et puis, c'est la loi en conception orientée objet. Si une classe possède ne serait-ce qu'une seule méthode abstraite, alors la classe, elle doit devenir elle-même abstraite. C'est ce qu'on fait tout de suite. Ok, vous voyez qu'en UML, les méthodes abstraites, au même titre que les classes, sont en oblique, en italique, et le développeur donc, va tout de suite voir qu'il s'agit donc d'une classe abstraite avec deux méthodes abstraites. D'accord. On va maintenant modéliser deux classes concrètes d'animaux, deux spécialités d'animaux, au moins deux, histoire de pouvoir expérimenter notre business. On va dire que animal va généraliser, sera une généralité pour une classe concrète d'animal. On décide de modéliser des chats, une classe chat. Ok, et puis pareil, animal sera clairement une généralité pour un autre type d'animal. Je décide de modéliser une classe dauphin. Ok, donc comprenez bien que UML là nous montre en un clin d'œil que on a donc une classe qui généralise des classes spécialisées, d'accord. On le voit via cet élément de notation UML. Et donc le développeur avisé, il comprend tout de suite que le chat comme le dauphin, il possède un nom, il a un petit nom, name. Il n'a pas besoin de le redéfinir puisqu'il hérite. Il est capable de dormir avec apparemment une définition qui sera disponible dans la classe mère. Et puis par contre, c'est contractuel, il doit impérativement, comme il hérite de cette classe abstraite, il doit donner des définitions concrètes pour tous les comportements abstraits de cette classe, de la classe animale. Et c'est ce qu'on fait ici. On demande au chat de réaliser, d'ailleurs c'est pas on demande, c'est lui, il a dit qu'il héritait de animal, une classe abstraite dans laquelle il y a des comportements abstraits. Du coup le chat doit donner des définitions, des comportements pour display et manger. Pareil pour le dauphin. Ça va être le lot de toute classe qui va hériter d'animal. Ok, on demande à ces classes donc de réaliser les interfaces, de donner une définition concrète pour tout ce qui est déclaré abstrait. Ok. Nous voilà, donc je vous laisse aussi apprécier que il y a des développeurs qui se posent parfois la question lorsqu'ils sont dans l'altitude, lorsqu'ils ont la classe mère, ils se posent la question de savoir s'ils doivent rendre la classe abstraite ou pas. Ben, vous avez vu ici, ça nous est venu tout seul. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'implantation pour display, tout comme pour manger, et du coup la loi, encore une fois, s'il y a une méthode abstraite dans une classe, la classe elle-même doit devenir abstraite. Ok, voilà pour notre modèle UML, le diagramme de classe. Donc, je vous laisse apprécier qu'un diagramme de classe, donc on voit tout de suite les composants d'un logiciel. Par contre, vous ne voyez pas comment ça se passe au niveau des comportements. Ok. Je vous propose d'aller implémenter cette API, d'aller coder cette API avec le langage Java. Pour ça, on va passer donc sur un éditeur Java. J'ai décidé d'utiliser l'éditeur NetBeans de Apache, sa version 11. Donc attention, c'est plus NetBeans de la maison Oracle, mais c'est la communauté Apache maintenant qui gère l'éditeur NetBeans. Je fais un nouveau projet, une simple Java application. Je vous laisse apprécier donc que NetBeans vous encadre automatiquement une simple application avec un builder, avec Maven notamment, peu importe. Ça ne va en rien changer cette démonstration. Et donc je vais appeler le projet, je vais l'appeler Pattern Stratégie. Ok, donc nous voilà avec un nouveau projet, avec bien sûr les, les packages sources. On voit donc ici par défaut un premier package com dans lequel il y a un deuxième package filou dans lequel enfin il y a un package qui représente le projet lui-même. D'accord. Des dépendances, on n'en a pas, on va faire une simple démonstration avec quelques classes. En fait, on va coder notre API et on va l'utiliser tout simplement. Et donc, bien sûr, le JDK, sa version 11, et puis le fichier de building de Maven, donc peu importe encore une fois. Je vous propose de mettre
de créer donc une future classe pour exécuter l'application. On va déjà commencer par une classe avec une méthode main. Je cherche dans NetBeans une nouvelle Java class. Il me semble qu'il y a une nouvelle Java main class, c'est parfait. Je vais l'appeler app. Ok, et donc elle est dans le chemin. Elle est donc dans le package. Pas tant de stratégie dans le projet, pas tant de stratégie. Ok, c'est fait. Et puis donc on va coder notre API. Je crée un nouveau package. On va l'appeler, je vais l'appeler animals. Et puis on va tout de suite coder la classe animal. Je vous conseille vraiment de commencer par l'altitude lorsque vous implémentez une API. Donc on va se coder la classe animal dans le package animals. Et donc le diagramme, il nous disait clairement qu'on avait une propriété name, et c'est de la string. Regardez ici une petite parenthèse. Une petite parenthèse, on revient sous l'éditeur UML. On voit que par défaut, en fait, l'éditeur UML, il se pose pas trop de questions. Il s'agit en l'occurrence de Visual Paradigm, la version Community, la version gratuite pour les étudiants. On voit que, un atelier de génie logiciel ne se pose pas la question. Lorsque vous déclarez un attribut, il vous met automatiquement le petit signe moins, qui signifie que la visibilité sera private. Il s'agit ici en fait de mettre en œuvre le principe d'encapsulation, qui est vraiment un principe extrêmement important dans l'orienté objet. Je vous invite à ne pas vous poser de questions par rapport à ça. Rendez bien vos attributs private et mettez bien des méthodes pour y accéder en lecture tout comme en écriture. Vous mettrez tout simplement à chaque fois des méthodes particulières qu'on appelle des getters et des setters en POO et qu'on appelle des accesseurs et des mutateurs en conception orientée objet. Ok, donc juste on respecte le principe d'encapsulation, d'accord? Ensuite, on a vu donc qu'il y aurait une méthode donc publique, bien entendu, elle doit être accessible de l'extérieur. Alors là, je vous propose que nos méthodes retournent systématiquement de la string, tout simplement pour les faire vivre un petit peu lorsqu'on va utiliser notre API. Ça serait bien que les méthodes parlent un peu, que l'animal dise voilà, je suis un tel, je suis en train de manger, je suis en train de faire ceci, de dormir, etc. Du coup, je vous propose plutôt que de retourner du void, de retourner de la string. Et donc on se rappelle qu'on avait une méthode dormir si on est en train de lire le diagramme, avec une implantation donc généraliste, clairement donc un comportement, et donc on va tout simplement retourner je dors comme tous les animaux. Je dors comme tous les animaux. Ok, rien n'empêche de rajouter le nom éventuellement. Ok. Ici, il y a des fois la question, pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'accesseur, le getter, vu qu'on est dans la classe, que c'est private mais qu'on est dans la classe? Écoutez, ici, il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y aura aucun souci pour attraper directement le name. Vraiment aucun souci pour faire ça. Ok, j'aurais tendance à utiliser le getName, partant du principe qu'on a un principe d'encapsulation. Ma foi, autant l'utiliser, y compris directement à la maison. Du coup, voilà, regardez, je reviens sur le getName. Ok, on se rappelle d'une méthode, donc publique bien entendu, une méthode display, donc ça va retourner de la string,
du genre j'ai l'air d'un chat, j'ai l'air d'un dauphin, des choses comme ça. On a dit que cette méthode s'appelait display. Et rappelez-vous, pas d'implémentation, pas de body, pas d'accolade ouvrante fermante. Le diagramme UML disait clairement qu'elle est abstraite. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il dit l'éditeur? Il dit voilà, pour compiler, soit tu me donnes une implémentation concrète, soit tu déclares cette méthode abstraite. Et c'est ce qu'on va faire, abstract, avec le mot réservé abstract, que vous pourriez mettre après public. Perso, j'aime bien le mettre avant la visibilité, parce que les visibilités, on les voit sans arrêt. Et du coup, ça permet d'attirer l'attention sur le fait que cette méthode est abstraite. Et regardez donc la loi de la conception orientée objet. Si une classe a ne serait-ce qu'une seule méthode abstraite, elle doit devenir elle-même abstraite. Ok. Pareil ici, c'est très perso, hein, mais j'aime bien faire ça. Ça saute aux yeux qu'elle est abstraite. On a également encore une méthode, également abstraite, hein, public. Ça va retourner également de la string. C'est la méthode manger. Pas de paramètres et surtout pas d'implémentation. Même combat. La classe doit être déclarée abstract avec le mot réservé abstract. Et puis, comment dire, il faut aussi décider de la manière dont les animaux vont être instanciés. Ma foi, quand on a de l'héritage, ça peut être une bonne idée d'avoir un constructeur tout là-haut justement pour affecter, pour valoriser les attributs justement qui sont communs à tout le monde. Et puis donc au niveau des classes filles, ça pourrait être bien d'avoir un constructeur qui invoque le constructeur de la classe de la superclasse, hein, et le constructeur spécialisé le constructeur de la classe fille pourrait en profiter donc pour affecter des valeurs à des attributs plus spécialisés s'il y en avait par la suite. Ok. Du coup, je vous propose ici de coder un constructeur avec comme paramètre le nom, name. Donc on décide, en accord avec le commanditaire, hein, on décide de construire des animaux avec leur petit nom. Voilà, voilà. A priori, on est bon pour la classe animale. Dans un premier temps, en tout cas. Avant de se rendre compte que il va se passer des choses pas forcément très agréables par la suite en termes de maintenance. On va coder rapidement une classe spécialisée, la classe chat. Je la mets dans le même package. Et donc, on se rappelle, le diagramme nous disait clairement qu'elle est en... C'est une classe qui spécialise la classe animale. En programmation orientée objet, on va clairement donc utiliser le mot réservé extends. Et puis là, regardez l'éditeur, il dit, bah c'est bien gentil, il y a une classe concrète ici qui va étendre animal, et donc elle doit en fait réaliser les méthodes abstraites, les comportements abstraits d'animal. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous propose d'implémenter toutes les méthodes abstraites. Donc profitez-en bien entendu, hein. Ça vous mâche le travail. Hein. Et donc là, on va mettre donc une définition pour le chat en termes de représentation, display. Hein. On va retourner la chaîne de caractères, j'ai l'air d'un chat. Ok, quant à la nourriture, on va retourner nourriture pour chat. Ok, ça a le mérite d'être clair. Ok, donc on a bien vu ici le côté contractuel où une classe qui hérite d'animal doit donner une définition pour display. Ok, elle n'a pas besoin de déclarer le name, elle en hérite. La méthode dormir, si elle n'a pas de redéfinition à donner, elle peut se servir de l'implantation généraliste. Et par contre, on va bien sûr coder un constructeur. Ok, regardez. Intuitivement, l'éditeur a vu qu'on héritait d'animal. Il a vu qu'il y avait un constructeur dans la classe animal qui attend le name. Et du coup, il nous a mâché un peu le travail. Le constructeur de l'animal spécialisé invoque le superconstructeur, le constructeur de la classe mère.
À vous d'avoir la possibilité par la suite d'avoir des attributs spécialisés que vous iriez donc valoriser dans ce constructeur ici. Ok? On va faire une deuxième classe spécialisée, une classe dauphin. Une nouvelle Java class dauphin dans le package animals qui également hérite de justement qui étant la classe animal. Ok, on se sert des éditeurs qui nous affranchissent de recoder les classes display et manger et puis regardez. Permettez-moi de faire un copier-coller. Le dauphin aura l'air d'un dauphin. Et il mangera de la nourriture pour dauphin. Ok. Pardon. Avec un constructeur. Ok, donc même combat. On l'instancie donc avec son petit nom. D'accord? On est ok pour l'instant avec notre API. On va tout de suite coder une classe d'utilisation. Regardez dans le pad, on va créer une classe pour utiliser cette API. Une Java class, on va l'appeler using strategy. On va la mettre dans le package pattern strategy à la racine avec la peu importe où est-ce qu'on le met. Et puis donc ici je vous propose d'avoir une méthode publique bien entendu. Statique, ça nous évitera d'instancier, d'avoir une instance de using strategy. Et puis on va l'appeler test strategy. Public statique, ça ne retourne rien. On va l'appeler perform. J'aime bien ce nom-là. Ok, pas de paramètres. Et donc, c'est tout simplement des méthodes qui vont nous permettre d'utiliser notre API. Regardez, par principe, on va instancier un chat. On va instancier, donc on va le typer sur animal, on va le typer sur la classe mère. On va l'appeler chaton. Et on va l'instancier sur sa classe concrète, la classe chat. Et donc il s'appelle chaton. On va également instancier un dauphin. On va l'appeler flipper. Et c'est donc un new dauphin. Et il s'appelle flipper. Ok, et tout ceci se trouve dans la classe, dans le package animals. Pardon, on peut tenter tout simplement de mettre une étoile, de mettre l'étoile pour dire qu'on importe tout, peu importe. Ok, par principe, on va les faire un petit peu se comporter. On retourne un petit peu dans... On sait que pour dormir, il va retourner son nom. Ça serait peut-être bien de faire la même chose pour... histoire de savoir qui est en train de s'exprimer. Donc regardez, en plus de dire ce qu'ils font, on leur demande tout simplement de s'identifier. Ok. Et donc là, par principe, on va
On va faire manger, dormir chaton et flipper. Allons-y pour chaton. Écoutez, on va le faire dormir. On va lui demander de se montrer. Et on va le nourrir. On va lui demander de manger. Ok, on va faire la même chose pour flipper. Ok, une classe de test, donc on a instancié deux animaux spécialisés, et puis on les fait gigoter un petit peu, on leur demande d'utiliser leur comportement. Dans notre méthode main, il est temps de lancer tout ça. Il s'agit donc d'une classe qui s'appelle Using Strategy. Et comme on a pris soin de rendre la méthode perform statique, on n'a pas besoin d'instancier cette classe. On peut directement appeler sa méthode perform. Ok, on compile notre application. On s'attend à voir flipper et chaton, se comporter comme on l'entend. Une petite vérification, chaton il dort comme tous les animaux, chaton il a l'air d'un chat, il mange de la nourriture pour chat. Quant à flipper, il dort comme tous les animaux également, il a l'air d'un dauphin, et puis il mange de la nourriture pour dauphin, tout va très bien. Regardez, on retourne rapidement sur notre diagramme UML, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet bien entendu, il serait peut-être temps. Et là regardez, on a notre commanditaire qui revient vers nous dès le lendemain, et qui nous dit, vous savez quoi les dauphins, je viens d'avoir l'information, comme quoi ils dorment pas comme tout le monde en fait. Ce qui est vrai en plus au passage. Les dauphins dorment déjà très très profond et ils dorment que d'un œil. C'est jusqu'à nouvel ordre, tous les observateurs qu'on plongeait pour les surveiller, pour les étudier, on les a vus systématiquement dormir d'un œil. Du coup, revenons à nos oignons. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, c'est pas un problème le fait que ça change. Nous, on est malins, on est des développeurs géniaux, on utilise le génie logiciel, l'orienté objet. Du coup, on n'a pas peur de redéfinir une méthode d'une manière spéciale. C'est ce qu'on va faire pour le dauphin. On va lui demander de redéfinir une méthode pour dormir. D'accord. Je vous rassure, il y a de la suite, bien sûr. Côté Java, la classe dauphin, allons-y, effectivement. Donc on va redéfinir sa méthode dormir. Ça retombe de la string. Dormir. Ok, on va retourner. On va retourner, je dors comme un dauphin. Donc là, notez bien, s'il n'y a pas de, le compilateur orienté objet, il ira toujours chercher la méthode la plus basse dans la hiérarchie. Regardez, l'éditeur, il nous dit, écoute, pour donner un petit coup de main au compilateur, confirme-moi qu'il s'agit bien de la méthode dormir qui est déclarée là-haut dans la classe mère, et grâce à la notation, la décoration override, qui n'est pas stratégique à ce point, mais c'est toujours mieux, le compilateur va tout de suite voir que oui, il s'agit bien d'une redéfinition de dormir. Regardez, rien ne vous empêche d'invoquer également le comportement de la superclasse, en invoquant, grâce au mot réservé super, en invoquant la méthode de la superclasse super.dormir. Du coup, regardez, il y aura clairement, donc le dauphin dormira comme tous les animaux, et puis en plus comme un dauphin. Ok, si vous avez envie. Notez juste que c'est pas parce que vous redéfinissez que vous n'avez pas accès, que ça vous empêche d'invoquer la méthode de la superclasse. On recompile notre application, on la réexécute pour voir justement que le dauphin, flipper, va dormir comme un dauphin, en plus qu'il dort comme tous les animaux. J'ai l'air d'un dauphin, nourriture pour dauphin, je dors comme tous les animaux, et puis flipper, je dors comme un dauphin, ce qui n'est pas le cas du chat. Ok? Et du coup, revenons sur notre modèle, on va mettre en œuvre justement, on va faire un constat terrifiant tout de suite. Vous avez vu que c'est pas marrant de redéfinir une méthode.
il faut rouvrir la classe, il faut recompiler l'ensemble de l'API. C'est pas bon quelque part de trop redéfinir les méthodes lorsque l'application évolue. Et du coup, on redemande bien à notre commanditaire, on lui demande bien, est-ce que dormir vraiment, est-ce qu'il risque d'y avoir beaucoup de spécialités? Est-ce qu'il y a des animaux qui vont dormir d'une certaine manière, les mollusques ou que sais-je Et donc là, apparemment, non, vraiment, on est tombé tout de suite sur une particularité, mais clairement, non, les animaux, ils dormiront d'une manière généraliste. Par contre, nous voilà enfin dans le vif du sujet. On a vraiment un problème avec la méthode manger. Parce que la méthode manger, on se rappelle bien qu'il va y avoir des tonnes et des tonnes de classes au fur et à mesure. Toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouveaux animaux, etc. Et on se rend compte lors de l'analyse métier qu'il y a beaucoup d'animaux qui mangent éventuellement les mêmes choses, qui ont le même régime ou partiellement le même régime. Et puis on se rend compte aussi que lorsqu'il va y avoir beaucoup de spécialités, si jamais les régimes changent ou les manières de manger changent, alors ça pourrait devenir en fait un vrai cauchemar, l'histoire de manger. Comprenez bien que si on a 300 classes d'animaux et que comment dire, tous les 3 jours, le régime d'un tel change ou encore que la marque a changé ou que sais-je. En fait, ici, on est en train de distinguer une méthode qui va être particulièrement dangereuse. La méthode manger, s'il y a beaucoup de spécialités, si parmi ces spécialités, il y a des régimes communs, et surtout, comment dire, lorsque ça va souvent changer en fait les régimes, la nourriture, etc., d'une manière ou d'une autre. Alors là, si on ne trouve pas une solution, on va rentrer dans un véritable cauchemar de maintenance. C'est-à-dire qu'on va passer notre vie à aller redéfinir la méthode manger pour un tel, pour un tel, pour un tel. Imaginez, ils sont 40 à manger du Royal Canin, par exemple, et puis demain, le Royal Canin change sa composition. C'est plus le même produit, tout à fait. Nous voilà en train de chercher les 40 classes, comment dire, qui consommaient du Royal Canin, et nous voilà en train de les modifier et de tout recompiler. Donc c'est un vrai cauchemar qui nous attend. La méthode display, on n'a pas le choix. Chacun a sa manière. Ok, ça fait partie du contrat. Si par la suite ça devait changer l'aspect du dauphin, l'aspect du chat, c'est le prix à payer. De toute façon, chacun a sa manière de se montrer. La méthode dormir, on a compris que l'orienté objet nous permet de faire une exception, de redéfinir pour une spécialité, un comportement un peu spécialisé, mais que globalement ça n'aura pas trop lieu. Par contre, ça aura lieu encore et encore avec la méthode manger. Du coup, regardez, on va appliquer ici ce qu'on appelle une stratégie, c'est-à-dire que c'est terminé pour l'animal, il est plus responsable de ce comportement de manger. C'est terminé dorénavant. On retire la méthode manger. On retire la responsabilité de manger à l'animal. C'est plus à lui d'être responsable de ça. C'est le chemin vers le fait d'éviter un cauchemar de maintenance. Et à la place, on décide au contraire d'interfacer la nourriture. La logique qui concerne la nourriture, on va l'interfacer. Et c'est ce qu'on fait tout de suite avec... Allons-y pour une interface, mais il pourrait s'agir d'une classe abstraite. Et on va appeler cette interface eFood. I, c'est de bon ton lorsque vous avez une interface, et puis on va parler un petit peu anglais. Et puis qu'est-ce qu'elle... comment dire, cette interface, qu'est-ce qu'elle interface justement? Elle interface ce comportement de manger. Ok, ça va se passer tout à fait différemment dorénavant. On n'a pas été sans liser dans le fait qu'on devait modifier encore et encore la méthode manger, mais c'est ce qui nous attendait pendant des années et des années. Par contre maintenant, donc avec cette stratégie qu'on va appliquer, nous voilà en train de déléguer le comportement à un tiers logique, ici l'interface eFood. Donc clairement, si vous demandez à l'animal, par la suite, si vous demandez à l'animal comment il mange ou ce qu'il mange, il ne pourra pas vraiment vous le dire directement. Vous allez voir comment ça va se passer par la suite. Et puis du coup, justement, cette interface eFood donc, est une interface qui est une abstraction. On se rappelle qu'une interface, ça déclare des méthodes publiques et naturellement abstraites. Et donc on va créer des comportements concrets pour la nourriture, pour manger. On va en créer 2-3. On imagine, je sais pas, que le chat il va peut-être manger de la nourriture pour chat. Pardon.
Du coup, cette interface, elle va servir à... On va demander à des classes concrètes de réaliser cette interface. En gros, on va coder des classes qui correspondent à de la nourriture, ou encore à la manière de manger. Qu'est-ce qu'on pourrait bien coder pour un chat? Ça mange quoi, un chat? Ça mange des croquettes, des choses comme ça? On va faire une classe croquette for cat. Ok? On voit avec l'élément de notation dans le diagramme UML que ça réalise l'interface eFood. Et donc, elle doit donner une définition, la classe croquette for cat, drôle de nom. On va l'appeler croquette cat. Ok, et on va lui demander donc bien sûr de donner, de réaliser, c'est ce qu'elle dit, elle dit voilà, moi je réalise eFood, du coup je dois donner une définition pour toutes les méthodes qui sont dans cette interface. Related Elements, voilà, la méthode manger. Ok. Les dauphins, clairement, ça mange du poisson. Alors attention, ici, si on crée une classe poisson, ça pourrait être ambigu parce qu'effectivement, poisson est un animal. Mais bien entendu que si on crée une classe poisson, ça sera un poisson donc qui sera un eFood, très clairement, dans sa nature. Si vous demandez après dans le programme à une instance de cette classe poisson, qu'est-ce que tu es? Il vous répondra, je suis un poisson, mais je suis un eFood. Par contre, si on code ici, si on design ici un animal, poisson, clairement, le poisson en question, après, si on lui dit de quelle nature tu es, il dira je suis un poisson, mais je suis un animal. Donc, bien entendu, même si on code une classe poisson ici, il n'y aura aucun problème, elle ne sera jamais confondue avec l'animal poisson. Par principe, je vais coder une classe plus explicite. Je vais l'appeler Food for Dolphin, peu importe comment on appelle les choses, on veut montrer quelque chose. Food for Dolphin. Ok, et clairement donc, elle va réaliser l'interface eFood. Ok, et donc elle devra donner une définition pour la méthode manger. Ok, on a au moins deux animaux concrets, on a au moins deux types de nourriture concrets. Encore une fois, ici, il peut y avoir des tonnes et des tonnes de nourriture. Du riz, d'autres animaux, si justement ils servent de nourriture. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, ok? Vous ne laissez pas impressionner par le fait qu'il y a juste deux animaux concrets et deux classes de nourriture concrètes. Bien entendu que dans la réalité, par la suite, il y aura des tonnes et des tonnes de spécialités. Si jamais vous avez besoin un petit peu de grouper les choses, genre de la nourriture pour chat, de la nourriture sucrée, rien vous empêche de faire une couche de plus, un layer en plus ici, avec des classes qui hériteraient de quelque chose de plus spécial. Pareil pour les animaux, quand il y aura trop de monde au même niveau, n'hésitez pas à faire donc je ne sais quoi, des félins, des animaux gentils, des animaux qui sont beaux, etc. Donc on a compris qu'on est dans l'orienté objet. Il n'y a rien qui vous arrête comment dire, pour encore mieux spécialiser les choses. D'accord? On va rendre ça un minimum équilibré. Et comment est-ce qu'on va accrocher donc l'essentiel de la stratégie? Le pattern stratégie, du coup, il vous dit identifiez bien les comportements dans des spécialités, dans des classes filles. Identifiez bien les comportements qui pourraient varier souvent. Et si vous en identifiez, alors retirez ce comportement de la personne concernée, de l'animal ici en l'occurrence, et créez carrément en fait un composant dédié à ce comportement. Clairement, une interface, ou encore une classe abstraite, et puis créer des spécialités concrètes de comportement. Food for Dolphin, pardon, j'écris pas très bien. Food for Dolphin, croquette for cat. Ça me plaît pas tous ces noms, vous avez vu, ça me trouble. Croquette pour chat, voilà, c'est clair. Food for Dolphin, allons-y, c'est très bien. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on va interfacer? Donc l'interface, elle est dispo. Le gate, le port d'attache, il est ici.
comment est-ce qu'on va pouvoir accrocher le composant d'animaux? Parce qu'on se rend compte qu'on est en train d'avoir deux composants en fait, hein. La stratégie quelque part, sans trop faire exprès, par le fait de déléguer le comportement à un tiers logique, hein, ici une interface, hein, en fait elle vous crée un composant autonome, c'est tout à fait intéressant. Et en fait ici, regardez, l'animal à la base il avait un comportement, une méthode manger, d'accord? Ben maintenant ce comportement, il est, comment dire, c'est la responsabilité d'une interface dédiée, eFood, et donc chaque comportement c'est une classe très concrète, et on va en fait créer un attribut dans animal pour le nourrir désormais. On va l'appeler food l'attribut. On va avoir donc un attribut qu'on appelle food qui va clairement être typé sur eFood, bien entendu. Ok, voilà le but de la stratégie. À la base, il y avait une responsabilité directe dans le composant animal pour sa manière de manger, pour son comportement de manger. Bah, désormais, vous avez délégué le comportement à un tiers logique, hein. Et puis, on va joindre le composant d'animaux sur le composant de nourriture via une propriété. L'animal, en fait, il possède un e-food, il possède une manière de manger. Il est plus responsable du comportement, mais il possède une manière de manger. Il possède un attribut qui est typé sur une interface, c'est-à-dire qu'il possède une méthode manger, il possède un comportement via un attribut en quelque sorte. C'est bien dit comme ça. Regardez, on peut mettre une relation entre les deux composants, clairement. Alors je ne sais pas trop si ça sera une composition forte ou faible, composition ou agrégation. Partons du principe que ça sera sûrement une agrégation ou que sais-je, peu importe, hein. On verra ça par la suite, hein. Et donc là, on va dire une deuxième fois, on l'a déjà dit ici, mais on le dit une deuxième fois avec l'élément de notation. On voit bien qu'animal possède un attribut typé sur eFood, ok, on le voit deux fois. Et donc là, on voit bien les deux composants. Ok, on va aller implanter tout ça pour se faire une idée de ce qu'on peut faire avec ça, justement. Donc, on retourne vite sur la classe animal. C'est terminé pour la méthode manger. Il n'est plus responsable de ça. Idem pour le chat, forcément. Et idem pour le dauphin. Ils ne sont plus responsables de ça. Ok. Le using strategy, forcément, au niveau de la nourriture, ça se passera différemment, bien entendu. Et puis, permettons-nous de se créer un nouveau package qui va être dédié à la nourriture. On va l'appeler food. Foods au pluriel. On va commencer par coder l'interface, une Java interface, qui s'appelle donc eFood. Ok, avec une responsabilité de déclarer un comportement manger public. On va retourner de la string, comme tout à l'heure, manger. Ok, la différence entre une classe abstraite et une interface, regardez ici. On n'a pas d'implémentation pour la méthode manger. C'est clairement la méthode est abstraite, forcément. L'interface est forcément aussi abstracte. C'est tellement naturel qu'on n'a même pas besoin de le mettre. Si vous le mettez, bien entendu, il n'y aura aucun problème pour compiler ou quoi que ce soit. Ok, et puis on va se créer deux classes concrètes de nourriture. Une Java class, justement dans le package foods. On se rappelle d'une food for dolphin. Qui prétend réaliser eFood. Ok, j'implémente eFood, je vais être concret moi pour ce que eFood donne comme comportement, bah du coup c'est pas le tout, il s'agit de le faire, et donc là on va clairement mettre des return je mange de la nourriture pour dauphin.
Ok. Et puis une autre classe concrète. Toujours dans le package Foods. Le chat, c'était... J'ai du Royal Canin dans la tête, hein, mais je sais pas si c'est pour les chats. Les chats, ça mange du Sheba. Il y a une pâtée qui s'appelle du Sheba. On avait dit, voilà, croquette. On avait dit croquette pour chat, ce qui a le mérite d'être clair. Croquette pour chat. Ok. Cette classe déclare qu'elle réalise des comportements. Elle prétend donner une définition pour des comportements en disant implements eFood. Du coup, elle doit le faire, bien sûr. Et donc là, on va retourner. Je mange de la nourriture, des croquettes pour chat. Je mange des croquettes pour chat. Ok, donc il pourrait y avoir des tonnes et des tonnes de classes concrètes de nourriture. Là, comment dire, on parle de régime, ça pourrait concerner toutes sortes de choses, la manière de le faire, comment l'animal mange, qu'est-ce qu'il mange très concrètement, donc s'il peut y avoir une implantation beaucoup plus vaste, évidemment, ici. Pour l'instant, on veut juste montrer donc, le pattern de stratégie, d'où, comment dire, ces implémentations un peu minimalistes. Très important, la classe animale, on a compris. Il va donc y avoir une propriété. Private, on n'hésite pas bien entendu à mettre en œuvre l'encapsulation, c'est important vraiment. Il y aura un petit tuto dédié à ça, mais c'est vraiment important. Private, c'est un eFood, et on a décidé de l'appeler food. Ok, on lui dit clairement que cette interface se trouve dans le package foods, avec bien sûr un getter setters, un mutateur accesseur sur cette propriété. Ok, donc tout animal maintenant possède un petit nom et également donc un attribut, comment dire, qui est clairement une référence vers un objet de type eFood. D'accord? Du coup, comment ça va se passer? Bah écoutez, le travail est quasiment terminé. On peut peut-être décider d'écouter notre commanditaire qui nous dit qu'il aimerait bien, comment dire, instancier les animaux pour voir si on surcharge ou pas des constructeurs. On peut l'écouter, il nous demande en fait d'instancier les animaux avec par défaut un comportement où ils sont pas en train de manger. Écoutez bien, on en profite pour parler d'un petit truc intéressant, un petit truc un petit peu génial quand vous analysez les choses. Regardez, le commanditaire aimerait bien qu'on instancie les animaux et qu'ils soient pas en train de manger. D'accord? Comment est-ce qu'on pourrait modéliser ça? Bah, on pourrait avoir le réflexe d'aller mettre la valeur null à notre attribut food et puis tester cette même valeur. Écoutez, il y a un truc qui est plus subtil, qui est plus ingénieux lorsque vous voulez en fait décrire un comportement qui est justement une absence de ce même comportement. En fait, vous considérez le fait de ne pas se comporter comme un comportement lui-même. Ok? Je vous la fais en direct. Hein. On pourrait très bien décider donc que pour représenter le fait que l'animal ne mange pas, on pourrait très bien avoir une classe concrète de nourriture qu'on va appeler nofood. Et donc ça nous permettra, sans aller checker une valeur null ou je ne sais quoi, qui est toujours un petit peu tendu de checker la nullité des choses. Bah écoutez, nofood, il implémente bien sûr eFood. Et donc très clairement, c'est une manière de manger. On décide que le fait de ne pas manger est une manière de manger. C'est quelque part un petit peu plus élégant que le check sur des valeurs null ou des choses comme ça. Donc là, un animal qui n'est pas en train de manger, il retournera « je ne mange pas ». Et effectivement, on ne peut pas manger tout le temps du coup. Donc regardez, notre commanditaire vient nous demander donc d'instancier des animaux
avec un petit nom, et puis de demander, il nous donne la responsabilité de les instancier donc sans être en train de manger. Ils sont pas en train de manger. Du coup, regardez, on peut faire ça. On peut clairement accéder donc à la propriété food de chaque animal avec un super.getFood ou avec un this.getFood. Plus avec un super.getFood, ça sera plus net. Pardon, on ne demande pas ce qu'il est en train de manger, on voudrait justement lui donner, lui setter une nourriture. Donc on invoque la méthode setFood, pardon. Et puis, clairement, la méthode setFood, elle attend justement un eFood. On va lui instancier un new noFood. Ok, on dit clairement où se trouve cette classe, hein, dans le package foods, et on va faire pareil pour tous les autres animaux. Ça fait partie du contrat, c'est ce que nous a dit le commanditaire. Il souhaite que ses futurs développeurs instancient des animaux avec leur petit nom, et puis, et par défaut qu'ils ne soient pas en train de se nourrir. Ok, c'est quasiment terminé. Il nous reste à tester justement maintenant la manière de manger. Dans notre classe qui nous sert d'utilisation de cette API, regardez justement si maintenant on veut demander ce qu'est en train de manger Chaton et également Flipper. Alors on a compris que grâce à notre coup de génie d'avoir délégué le comportement de manger à un tiers logique, à une interface, du coup on attrape justement cette propriété typée sur l'interface getFood. Et puis une fois que vous êtes sur l'objet de type eFood, il n'y a plus qu'à invoquer sa méthode manger. Pareil pour Flipper. GetFood, pardon. Point manger. Ok, je recompile tout de suite, hein, et on va en profiter aussi pour justement les alimenter. Je recompile, j'exécute. Hein. Et donc on voit que Chaton, je ne mange pas, Flipper, je ne mange pas. Par défaut, effectivement, ils ne mangent pas. Ça serait bien de leur donner peut-être un... Donc ici, ça serait pas une très bonne idée de demander aux composants de nourriture de voir l'animal. Par contre, peut-être dans... J'ai pas forcément de réponse en direct ici, mais ça pourrait être donc intéressant de savoir qui c'est, bien sûr, avec un getName. Ok, pareil, chaton.getName, histoire de voir un petit peu qui mange, qui fait quoi. Chaton.getName. La sortie n'est pas formatée, ça aurait été pas plus mal dans une sortie formatée. Mais peu importe, c'est pas très grave. Ok, on change on va nourrir. On nourrit chaton. Chaton. Point setFood. Et on va lui donner un new des croquettes pour chat. Peut-être ici. Donc, le package dans lequel se trouve la nourriture. On imagine qu'il pourrait y avoir du monde à terme. Ok. En ce qui concerne Flipper, on va lui donner de la nourriture pour les dauphins.
chaque fois, on va leur demander ce qu'ils mangent. Donc, chaton, on va lui demander ce qu'il est en train de manger. Flipper, on va lui demander ce qu'il est en train de manger. On va lui changer sa nourriture par principe encore, et puis on va lui demander par la suite ce qu'il est en train de manger. Ok, donc on nourrit chaton, on nourrit Flipper. Avec de la nourriture pour les dauphins. Et puis, une fois que vous avez votre API, on comprend que l'utilisation, c'est là où ça devient marrant, plus rien vous arrête. On va faire manger à Flipper des croquettes pour chat pour terminer, histoire de croquettes pour chat. Ok, donc ce tuto se termine, on va recompiler ça et réexécuter ça rapidement. Donc on s'attend ici à ce qu'on a déjà vu, les animaux ne mangent pas par défaut. Encore une fois, c'est une demande du commanditaire, c'est pas à vous de prendre ce genre de décision. Hein. Les constructeurs, le fait d'en livrer plusieurs ou pas, vous écoutez tout simplement le besoin de souplesse de votre commanditaire. Donc là, on s'attend, une fois qu'on a nourri chaton, qu'on a donné des croquettes pour chat à chaton, mais il va nous le dire normalement qu'il mange des croquettes pour chat. Flipper va nous dire qu'il mange de la nourriture pour les dauphins. Et puis, au finish, Flipper va nous dire qu'il mange des croquettes pour chat, histoire de lui faire un petit pied de nez. Ok. On se confirme ça, et puis on conclut. Donc clairement, par défaut, il ne mangeait pas. Chaton qui mange des croquettes pour chat. Flipper qui mange de la nourriture pour dauphin. Et une fois qu'on lui a changé sa nourriture, le voilà en train de manger des croquettes pour chat. Ok, messieurs, dames, c'est vraiment le pattern stratégie dans toute sa splendeur, c'est-à-dire, à la base, vous aviez donc un comportement, encore une fois, vous devez en fait identifier toutes les méthodes dans les spécialités, surtout s'il y en a beaucoup, bien sûr. Si l'application ne change pas pour les 15 000 ans qui viennent, et qu'il y a 3 classes et demie, bien sûr que vous n'allez pas appliquer une stratégie, mais si au contraire, comme dans ce logiciel d'animaux, là, qui va évoluer jusqu'en 2050, ou je ne sais pas, et peut-être plus, là, oui, si vraiment vous tombez sur une méthode, donc c'était la méthode manger au début, comprenez bien que ça n'aurait pas arrêté de changer. Tandis que maintenant, si demain, la nourriture pour les dauphins change, alors vous ne modifiez qu'une seule classe, et tous les animaux qui ont besoin de manger la nourriture pour dauphins, ça suivra sans toucher aux composants d'animaux. Le composant d'animaux devient complètement autonome. Il est vraiment greffé à l'interface via une propriété, clairement. Bien sûr que c'est pas lui qui implémente eFood, hein. Animal n'est pas une nourriture, ne prétend pas dire comment... n'est pas une sorte d'une variété de nourriture, du coup il l'implémente pas, bien sûr, mais il l'utilise pas non plus au sens UML, mais clairement il l'agrège. En tout cas, il en est composé. Agrégation forte ou faible, il est composé. Voilà ce que c'est qu'une stratégie. Et puis la cerise sur le gâteau, donc on a compris que la maintenance devient aisée. Si, comment dire, je sais pas, les barres chocolatées Mars, la composition change demain, bah, tous ceux qui mangeaient des Mars, hein, il n'y aura plus qu'à changer une classe Mars, recompiler le composant eFood, et tous les animaux demain vont manger le nouveau Mars, sans qu'on ait touché à qui que ce soit. Ok. Si vous demandez à l'animal comment il s'y prend pour manger, il va pas vous répondre directement, il va utiliser un de ses attributs qui lui sait comment manger, mais l'animal très directement ne sait pas comment manger. Il pourra juste vous dire demande à ma composition de nourriture. Elle est au courant comment ça se passe pour manger. L'orienté objet dans toute sa splendeur. Les objets sont pas forcément très au courant de leur propre comportement. Ok, donc voilà, on va conclure. Grande facilité maintenant de rajouter un animal, sans impacter les régimes de quoi que ce soit. S'ils sont 15 demain à manger du Royal Canin, avec une classe Royal Canin qui va se rajouter, et si le Royal Canin change en termes de composition, de quoi que ce soit, de prix, de quoi que ce soit, alors vous irez modifier seulement une classe. Vous n'irez pas chercher les 15 classes qui est en train de manger du Royal Canin pour aller modifier la méthode manger et mettre en danger tout l'animal et tout ça. Ok. Ok, messieurs, dames, bah, je vous souhaite une bonne continuation. C'est ma première vidéo, c'est ma première chaîne YouTube, et c'est ma première vidéo, du coup voilà, j'ai commencé par ce qui me semble être le design pattern, peut-être
un des plus importants, vraiment je le mets sur le podium celui-là. Et du coup, je vais voir comment ça se passe, je vais mettre ça en ligne. Et n'hésitez pas, du coup, bien sûr qu'il y aura des possibilités de faire des commentaires. N'hésitez pas à commenter, à poser deux, trois questions, évidemment. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos. En fait, je compte faire un tuto pour un autre design pattern, probablement l'adaptateur. Et puis peut-être un troisième, le décorateur, ou on verra. Merci de votre attention, à bientôt, merci.